Alors, en atelier, en stage, tu utilises plusieurs vecteurs artistiques. On a parlé de la peinture, on a parlé de la musique, on a parlé de la danse. Il y a aussi les mots que tu nous fais prononcer parfois, qui sortent de quelque part, parfois des néologismes que tu nous demandes de prononcer, qui semblent avoir une résonance particulière. Alors, de la même façon que pour les couleurs, mon approche est énergétique, pour les mots, c'est pareil. C'est-à-dire que l'impact des mots n'est pas simplement dans le sens du langage grammatical tel que nous l'avons appris pour formuler et exprimer notre pensée, et que si on utilise des mots pour leur sonorité, ou si on fait des néologismes en créant des mots composés, ce qui par exemple dans la langue allemande est très présent. Par exemple, la langue allemande est structurée, il y a des mots où on comprend le sens, la façon dont il est composé. Et de ce fait, du coup, je crée des mots pour parler non plus au système mental, mais pour que ce qui doit être saisi soit saisi plus vite que notre réflexion et notre conditionnement mental. Et ça, c'est très efficace. À l'extrême, je n'ai pas encore pu avoir un groupe suffisamment avancé dans ce type de travail pour l'expérimenter, mais à l'extrême, je pourrais utiliser un langage sous une forme qui n'aurait plus aucun sens grammatical, mais qui aurait un impact infiniment plus fort que ma parole explicative, en fait. J'attends vivement ce moment. Voilà. Bon, en attendant, on a encore besoin de faire des vidéos pour comprendre. Autant que j'attends ce moment, autant j'attends aussi, peut-être c'est une vaste illusion, une attente illusoire, mais j'attends aussi le moment où les gens, je pourrais faire passer par l'énergie sans aucune verbalisation, c'est-à-dire juste par la présence silencieuse. On va utiliser justement la transition des mots pour parler des livres que tu as écrits. Donc tu as écrit 2 livres ces dernières années. Triptyque, du coup, que je montre au passage, voilà. Et Petite étoile. Et ce qui est intéressant notamment avec ces 2 livres, c'est que tu utilises justement, tu développes tout un vocabulaire pour exprimer, si je m'abuse, hein, la justesse de ressenti, de différence de ressenti parfois entre 2 impressions. Typiquement, la jouissance que tu opposes au fait d'être en joie ou d'être joyeux. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, la joie est c'est le fondement même de notre incarnation. Et je suis particulièrement attentive dans mon travail et dans nos groupes de travail à ce que la joie circule suffisamment. Donc c'est une tonalité vibratoire. Il y a souvent un amalgame dans la pensée entre être en joie et se sentir joyeux. Être joyeux ou se sentir joyeux est un état émotionnel. Je dis souvent qu'on peut être totalement en joie et profondément triste. D'accord. Eh ben, écoute, je vais en profiter pour lire un autre extrait de Triptyque sur la fusion, cette fois, que je trouvais particulièrement intéressant sur ce sujet-là. Seule est la clé dans une humanité qui s'est perdue par multiplication de couples erronés. Couple au travail, couple amical, couple marital, couple parental, couple avec les enfants, couple avec les animaux familiers, que tu écris famille liée, des fêtes de couple où l'on fait l'amour à l'envers pour se dire ensuite que c'était bon. Faire couple ainsi dans la plus totale inconscience est délétère, car ces couples sont des infractions au code de la vie. Ce code n'est ni moral ni génétique. Il dit « Regardez les conséquences, si vous ne résolvez pas vos contradictions avant d'investir la vie de l'autre, vous devez accepter d'être indépendant en ne comptant sur aucun autre pour être heureux, seul en soi. Sinon voilà ce qui se produit, on devient un faire-valoir au service du bonheur d'un autre, et l'on se doit d'être heureux dans le sens qui le satisfait. L'attachement résulte de l'incapacité à se donner l'amour dont on a le plus besoin en soi. » Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la fusion? Ou est-ce que tout est dit? Je vais essayer d'en dire plus, je ne sais pas, différemment peut-être. J'insiste beaucoup dans le travail de groupe sur la différence entre être avec
et être ensemble. C'est une histoire de fusion. C'est-à-dire que dans un couple, par exemple là nous sommes un couple de travail, d'expression, d'enregistrement, d'action, un couple d'action. Lorsqu'on commence à être un groupe, ça commence par être deux, donc par le couple, souvent on attend de l'autre de compenser un manque, ce qui se fait implicitement dans tous les systèmes de couple, qu'ils soient de travail, professionnel, ou qu'ils soient au niveau de la famille. Et ceci donc repose sur une forme de fusion, c'est-à-dire si on représente un individu comme ceci, et un autre individu comme ceci, ce qui va créer l'attachement en fait, c'est que cette partie-là de l'autre qui compense un vide, voilà, va me devenir complètement nécessaire et indispensable. Et ceci est totalement dommageable. Être ensemble, ça n'est pas ça. Être ensemble, c'est être un individu autonome avec ses potentiels, ses difficultés aussi, hein, l'un n'empêche pas, un autre individu. Voilà. Et pouvoir fonctionner ensemble, c'est pouvoir fonctionner comme ça. Non plus en relation, mais pas en interdépendance. La fusion mène à la confusion. Qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est de l'autre? À la dépendance, à l'interdépendance. Et l'interdépendance est fort nuisible au déploiement de toute action, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle, artistique même. Donc ça, c'est fondamental. Un autre thème aussi que tu développes dans Triptyque, c'est celui de la sexualité inversée, ce que tu appelles la sexualité inversée. Alors la sexualité inversée est un thème difficile d'aborder en 2 minutes. Je vais faire mon possible. La sexualité inversée, alors déjà, qu'est-ce que j'entends par sexualité? Peut-être certains vont être déçus, mais pour moi, la sexualité, c'est être pénétré par la vie. J'emploie volontairement le terme pénétrer, qui a une connotation sexuelle. Donc, être pénétré par la vie, c'est asexué, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Être pénétré par la vie, c'est la sexualité à l'état pur. Que je sois pénétré par la vie seule, dans la nature, dans une action, dans une expression artistique, dans une relation amoureuse, dans une relation sexuelle. Voilà. Être pénétré par la vie. La sexualité inversée, au sens plus réduit de la sexualité, c'est non plus être mu par son envie profonde, celle qui met mon être en vie, mais par un désir ou par des désirs. À partir du moment où je vais chercher la satisfaction de mes désirs, si je ne fais pas la différence entre mes désirs et mes envies, celles qui mettent mon être en vie, il va y avoir une grande confusion, sachant que la satisfaction des désirs mène à la frustration, ce que la satisfaction des envies ne mène pas à la frustration. Donc, tout ce qui est du registre de la sexualité inversée est mu par la satisfaction des désirs et la frustration qui en découle. Qu'il s'agisse du domaine sexuel au sens très réduit du terme, c'est-à-dire un rapport dans un couple, un rapport sexuel, mais c'est aussi une histoire de consommation, c'est aussi une histoire d'alimentation, c'est aussi une histoire de relation, voilà. D'accord, donc dans le désir, tu vas mettre par exemple les plaisirs addictifs. Absolument, tous. Voilà. Donc comment je mange, comment j'achète, voilà. Qu'est-ce que j'achète, l'énergie qui la sous-tend. Il y a d'autres thèmes que tu développes avec ton propre vocabulaire, comme par exemple la différence entre la séparation et la rupture. Oui, alors sur ce thème-là, je dis souvent que beaucoup de gens acceptent la séparation, peu acceptent la rupture. Pourquoi c'est important? Parce que la rupture, dans un processus de transformation, est un passage essentiel et nécessaire à toute naissance. Nous vivons dans notre processus de vie un certain nombre de naissances qui, lorsque notre chemin de vie est majoritairement mu par notre conscience, des naissances évolutives, et la vie nous le montre, la naissance commence par une rupture, toujours. Elle est indissociable. Toute naissance commence par une rupture avec le corps maternel,
celui avec lequel j'ai été en relation pendant un temps, ce qui m'a nourri pendant un temps. Et la première des ruptures à la naissance, notre naissance physique, notre naissance d'incarnation, c'est la délivrance, c'est le moment où le placenta, les gens pensent toujours quand on coupe le cordon, mais en définitive, biologiquement, c'est au moment où le placenta se décroche. Le placenta est un organe qui est constitué à partir de tissus issus de l'embryon et issus du corps maternel. Et à la naissance, donc, si la naissance était naturelle, il n'y aurait pas de coupure du cordon avant la délivrance. La délivrance se fait au moment où le placenta se décroche, hein, et la rupture avec le corps maternel se fait à ce moment-là, et non pas au moment où on coupe le cordon. La rupture est indissociable à toute naissance. Dans tout chemin de vie cohérent, il y a des moments de rupture. Les moments de rupture sont douloureux. Ce sont des moments de crise et des moments de crise positive qui sont nécessaires. Il y a aussi le thème de la colère sur lequel tu nous fais travailler assez souvent. Déjà, pourquoi et quelle distinction tu fais avec la rage et la furie, je crois? Alors, effectivement, en termes de qualité énergétique, j'ai été amenée à mettre le doigt sur la distinction entre la colère, la rage et le fait d'être furieux. La furie, c'est la colère de l'ego. On est furieux quand notre ego n'est pas content, et notamment lorsqu'il est en frustration. Ça, c'est une tonalité de la colère. Qu'est-ce que la colère? La colère, si on sort du jugement, la colère est une énergie de vie. Et qu'est-ce qui fait la colère? C'est lorsque notre énergie créatrice, notre énergie de vie créatrice est empêchée. Lorsque notre énergie de vie créatrice est empêchée, ce qui est une frustration de l'être, on pourrait dire, à ce moment-là, ceci génère une colère. Donc la colère est sous-tendue par une énergie de vie extrêmement forte et extrêmement constructive, puisque c'est notre énergie créatrice. De ce fait, travailler sur la colère revient à libérer notre énergie de vie. C'est absolument essentiel. Lorsque l'expression de la colère n'a pas pu se faire, pour plusieurs raisons, censure personnelle, censure sociale, cette énergie est refoulée. Je refoule mes colères. Que devient cette énergie qui est constructive? Donc l'énergie de la colère est une énergie constructive, elle est cohérente. Cette énergie s'inverse en polarité et elle devient la rage, ce que j'ai appelé la rage. Donc, et cette rage, parce que sa polarité est inversée, devient destructive, involutive et dommageable. Dommageable pour la santé individuelle, dommageable pour la santé collective, et ça devient une affaire d'écologie. Travailler sur ces colères, c'est une affaire d'écologie. Pourquoi? Parce que nous produisons, nous sommes des transformateurs d'énergie, et par notre système mental et émotionnel, nous transformons l'énergie de vie. Lorsqu'un collectif est en colère, ça fait comme l'évaporation crée des nuages. Ça fait des nuages de colère. C'est ce que j'appelle une énergie collective. Une énergie collective, voilà, qui est de la nature de la rage, c'est-à-dire une énergie de colère qui ne s'est pas libérée. Cette rage, elle grandit, elle fait un nuage, et à un moment donné, il se passe un phénomène météorologique, énergétique, qu'il va falloir, pour la santé individuelle et collective, que cette rage s'évacue. Et à ce moment-là, comment elle s'évacue? Lorsqu'il s'agit de la dynamique collective, elle s'évacue par un paratonnerre, c'est-à-dire un individu qui va être le paratonnerre de toute cette énergie collective dont nous sommes responsables et dont nous sommes créateurs, et il va se passer un drame. Donc ça donne des drames, comme il s'est passé à Toulouse, un gamin qui va avoir cette sensibilité, qui va faire paratonnerre, qui va prendre une mitraillette et qui va zigouiller des enfants dans la rue, ou qui va faire... Voilà. Et ça, c'est notre actualité en fait. Il est important maintenant qu'on fasse le lien entre la conscience, l'énergie et ce qui nous arrive en fait. Ce qui nous arrive est le fruit de ce que nous produisons et dont nous sommes tout un chacun responsables. Il est très facile de considérer que cet acte barbare a été commis par un comment dire ? Un détraqué.
Oui, voilà, par quelqu'un. Mais nous sommes autant responsables, en fait. Oui. Autant responsables. Ça, c'est très important. Donc, travailler sur la colère, la rage et débloquer cette énergie fait partie du processus lorsque j'accompagne individuellement les gens ou en travail de groupe. C'est absolument nécessaire. Et lorsque la colère est dégagée, lorsque les rages sont épurées, à ce moment-là, l'émergence peut se faire en force cohérente de vie. Et il n'y a que comme ça qu'on peut retrouver son énergie sexuelle créatrice. Sinon, elle est bridée, et elle devient involuée. Et donc tous ces thèmes et ce vocabulaire que tu as développé là, on les retrouve dans tes 2 livres, Triptyque et Petite Étoile. Qu'est-ce qui les distingue en fait, ces 2 bouquins? Ils ont de particulier chacun. Alors, la particularité de ces livres, c'est que ces livres ont été écrits pendant mon processus de travail intérieur et que ce n'est pas simplement une littérature qui est le fruit de mon fonctionnement mental en écriture. Ces livres sont chacun un processus et ils sont sous-tendus par l'énergie du processus que j'ai vécu. Donc ça, c'est une de leurs particularités. Donc toute personne qui investit dans cette lecture, quelque part, vit un processus, voilà, à la mesure de ce qu'il est prêt à vivre, de ce qu'il est prêt à contacter, bien sûr. Et ce processus, donc, est celui que j'ai vécu. Pour cette raison, j'ose dire que ces livres sont initiatiques, puisque le processus que j'ai vécu était un processus de décloisonnement en ouverture de conscience. Toute personne est donc quelque part dans ce vecteur-là, et en ce sens, je les considère comme initiatiques, même si on peut considérer que le terme peut-être est un petit peu pompeux, parce que chacun de ces livres amène à un décloisonnement. En particulier le premier, donc Petite Étoile, qui est un écrit plus court. On peut le considérer comme un roman initiatique, bien qu'il soit très court. Et dans ce processus, la particularité, c'est que j'utilise un langage avec beaucoup de liberté. Je considère que ce langage fonctionne sur 12 plans différents, dont la compréhension mentale est un des plans, mais il y a aussi la forme de la résonance sonore, et il y a la résonance symbolique, et puis il y a tout un tas d'autres plans. Ce qui fait que la lecture peut être à la fois déroutante parfois, passionnante peut-être. C'est un voyage intérieur à part entière, autrement que par le système explicatif qui expliquerait la spiritualité par l'extérieur. J'ai pris donc beaucoup de liberté d'écriture. En même temps, ce livre est très structuré, il a sa structure à part entière. Cette structure n'est pas une structure uniquement mentalement identifiable. Le deuxième livre, Triptyque, est plutôt un essai littéraire, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois des passages qui ne font pas en priorité appel à la compréhension mentale, mais ce ne sont que des passages, et il y a dans cet écrit un certain nombre de passages explicatifs, didactifs, notamment à certains thèmes que tu as évoqués, comme la rage, la colère, la conséquence, la méditation, le processus créateur. Voilà. Donc, dans Triptyque, je considère que c'est un livre qui fait suite à Petite Étoile, même s'ils peuvent être tous les deux lus séparément. Et ils sont une unité à part entière chacun, mais certaines personnes curieuses de certaines explications trouveront des systèmes explicatifs dans Triptyque.